Avant qu'on rentre vraiment dans la stratégie d'XR et dans le vif du sujet, je pense que c'est toujours bien de se rappeler qu'est-ce qu'on fait là, ici, assis aujourd'hui, dans cette salle, dans le cadre d'XR. Donc, pourquoi on n'est pas avec nos familles, nos amis aujourd'hui, et on est ici à écouter un talk sur une conférence sur la stratégie d'XR. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des feux très importants. On n'en a pas beaucoup parlé, mais dans le Pantanal, c'est une région du Brésil qui est une région zone humide à la base et qui a perdu 20% de sa surface. Donc c'est environ la taille de la Suisse, qui a vu des milliards d'animaux mourir dans les flammes. Ça c'est une image du Pantanal. L'équivalent de la Suisse est parti en fumée. Ça donc ça a été clairement lié à la destruction de l'Amazonie et au fait que le climat local n'est plus comme avant, donc a beaucoup changé à cause de la destruction des arbres. Donc le Pantanal, c'est pas de l'Amazonie directement, mais c'est une autre zone humide en dessous. Et ces changements de climat font qu'il y a ces feux de plus en plus fréquents qui arrivent. Une autre chose, cet été en France, il y a une diminution de 25% d'un quart des récoltes liées à l'agriculture, des récoltes de céréales. On est à la 5e année sèche de suite. Là, on est donc à 1 degré de réchauffement, on arrive déjà parfois à un quart de réduction des récoltes. Qu'est-ce que ça va être à 4 degrés de réchauffement? Si on fait 4 fois un quart, on peut peut-être s'imaginer que ça va être assez problématique. Donc ça a été aussi clairement lié au réchauffement climatique et à la sécheresse qui est liée au réchauffement climatique. En réponse à tout ça, on a la loi sur le CO2 en Suisse. On nous dit qu'avec la loi sur le CO2, on arrivera à peu près à éviter la catastrophe. On ne parle même pas de catastrophe, on dit qu'on va réussir à atteindre les objectifs de Paris. Donc, pour rappel, moi en fait je me suis rendu compte il y a tout juste 2 semaines de ce que ça voulait dire d'avoir cette loi CO2. Cette loi CO2, elle a été créée pour répondre aux objectifs de Paris, ce qui permettrait d'avoir une chance sur 2 d'atteindre les objectifs d'1,5 degré de réchauffement. Donc c'est qu'une chance sur 2, ça à aucun moment on nous l'a dit, ça a été dit par les politiciens. En plus, ça concerne 30% des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse, donc on a encore un tiers. En fait, on voit à quel point le débat est pas du tout clair sur ce qu'on doit faire et sur ce qui est en train d'être fait. Et donc c'est pour ça qu'on se bat à XR, c'est pour reconnaître cette urgence et pour qu'on dise la vérité sur ce qui se passe. On a des objectifs flous, sans plan, on ne sait pas du tout comment on va sortir de ce merdier. Donc XR, on a un mouvement qui ne concerne pas que le climat et la biodiversité, parce que tout ça, c'est une menace existentielle qui pèse sur nous, toutes et tous. Ah, il y a Serge qui arrive. Quelqu'un pourrait ouvrir le Serge. C'est une menace existentielle qui pèse sur l'humanité dans son ensemble. Et existentielle, ça ne veut pas dire que c'est simplement la biodiversité qui va s'éteindre, etc. Ça veut dire énormément de choses quant au fonctionnement de notre société. Là c'est une lettre de 12 climatologues au Guardian qui a dit en mai 2020, qui a dit clairement que maintenant c'était trop tard pour empêcher la catastrophe climatique. Avec le Covid, les gouvernements sont en train de planifier le retour le plus rapide et bon marché à la consommation de masse, qui est incompatible avec l'objectif de maintenir l'augmentation de la température globale en dessous de 2 degrés, sans parler des 1,5 degré. Il est maintenant temps de reconnaître notre échec collectif à répondre au changement climatique, d'identifier ses conséquences, d'accepter l'adaptation personnelle, locale, nationale et globale massive qui nous attend toutes et tous. Ça, c'est des climatologues très réputés anglais qui ont écrit cette lettre publique dans le Guardian. En réalité, à quoi on va devoir s'adapter? Ça, c'est une image qui vient d'Afrique australe. L'Afrique australe, elle est soumise à une sécheresse historique. Il y a 50 millions de personnes qui sont menacées par la famine en Afrique australe. Il y a les prix des denrées alimentaires et des biens qui se sont envolés, ce qui a donné lieu à des émeutes réprimées extrêmement violemment par les autorités. Tout ça un an seulement après le cyclone Idai qui a fait des dizaines de milliers de sinistrés dans cette zone d'Afrique australe. Donc c'est ça dont on est en train de parler, du réchauffement climatique qui se passe déjà maintenant à 1 degré de réchauffement. On sait qu'on va vers plus 4, plus 5, plus 7 degrés de réchauffement
selon les projections actuelles et selon la tendance qu'on a. Donc ces dernières années, on a eu énormément de soulèvements populaires, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en France, que ce soit en Irak, que ce soit dans les pays arabes, qui sont accompagnés d'une répression extrêmement forte. En France, on a des milliers de migrants qui tournent dans les rues de Paris, abandonnés à leur sort et qui sont souvent réprimés violemment par la police. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et on a une violence institutionnalisée qui se met en place pour réprimer ces populations. Donc là, je ne suis pas en train de dire que les migrations sont liées au climat, mais évidemment, c'est des problèmes, des crises qui vont s'amplifier avec le climat. C'est toujours ça, on parle d'amplification des problèmes qu'on voit déjà maintenant. Et le plus problématique, ce qui est encore très problématique par rapport à ça, c'est que la société a tendance à se diviser en camps très fortement sur des sujets comme la migration, comme les violences policières, etc. Donc on a une société qui se divise de plus en plus. Et c'est ça en fait dont il est vraiment question avec XR. Pourquoi c'est important pour XR? C'est justement cette division qui est en train de se créer et qui peut être amplifiée dans le cadre de la problématique des catastrophes climatiques. Comment on va arriver à régler les problèmes qui émergent de la catastrophe climatique? Est-ce qu'on va le faire en se divisant ou en trouvant un accord commun pour régler le problème? En fait, on pourrait reprendre le titre de la conférence de base d'XR et lui ajouter un petit sous-titre. Pourquoi allons-nous vers notre extinction? Et on peut se demander comment on va y arriver à cette extinction. Moi, j'ai rajouté la guerre civile avant ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi ensemble on parle de ça, de guerre civile dans le cadre d'XR, parce qu'à la base on se dit c'est pas forcément notre sujet. Que faire pour y faire face, c'est la stratégie qu'a adoptée XR. Juste pour que vous sachiez sur quoi on se base, un petit peu pour vous parler, ça c'est quelques références clés qui sont des bouquins qui sont principalement là. Donc le premier c'est This is an Uprising des frères Engler, qui est vraiment un peu la bible d'XR qui a vraiment permis de créer ce mouvement parce que c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien décrit ce que c'est des mouvements de résistance civile non violente. Ensuite il y a un bouquin qui a été écrit par un des cofondateurs d'XR, c'est Roger Hallam, qui reprend assez clairement certains points, les points principaux qui ont mené à la création de ce mouvement. Et ensuite, il y a trois références qu'on a un peu apportées nous-mêmes dans le cadre de cette réflexion, qui sont des bouquins sur les divisions dans les démocraties. Eichmann à Jérusalem, c'est la question de la banalité du mal, je vais venir tout de suite. Et le dernier, c'est un bouquin qui parle de comment nos cerveaux ne sont pas capables de prendre en compte la catastrophe climatique et qu'est-ce qui est actuellement dans la société problématique qui empêche en fait qu'on pense sérieusement, qu'on sorte du déni face à la catastrophe climatique. En fait, la première question qu'il faut se poser quand on veut régler un problème, quand il y a un machin qui tourne pas rond, c'est d'où vient... C'est simplement d'où vient le mal, à quel endroit est-ce que le machin tourne pas rond et comment on va faire pour le régler. Donc là, on va prendre un petit peu de recul par rapport à ce que c'est XR, parler un petit peu de philosophie politique. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir le changement et une façon de voir d'où vient le mal et comment on le résout. Donc il y a un peu deux visions qui s'affrontent sur la nature du mal. Donc le mal, c'est un peu chrétien, c'est très large comme idée, mais c'est important d'y réfléchir. Il y a deux façons de voir. Il y a un peu la première façon, ce qui est assez, disons, occidentale ou chrétienne, qui est de voir le mal comme quelque chose de radical et de diabolique. Donc les gens, il y a vraiment des méchants dans le monde qui font le mal et qu'il faut
arrêter, qu'il faut essayer de stopper, qu'il faut détruire, qu'il faut annihiler pour qu'ils arrêtent de faire le mal. C'est un peu la figure qu'on voit derrière les dictatures, les grands dictateurs, derrière Trump actuellement, Bolsonaro, toutes ces personnes qui doivent être combattues frontalement. Il y a une sorte de volonté de la part de certaines personnes, certains acteurs dans le monde de faire ce mal. Donc, c'est une vision aussi où on parle d'ennemis, on parle d'adversaires. Et dans le cadre du militantisme, ça a une portée assez importante. C'est une vision de se dire que le mal est radical vient de certaines personnes. C'est une vision qui nous pousse à vouloir taper là où ça fait mal, de vouloir arrêter les gens qui font le mal, de vouloir bloquer, de vouloir perturber des institutions qui font directement le mal. Donc ça peut être les capitalistes néolibéraux, ça peut être justement des institutions étatiques ou qui ne prennent pas en compte les problèmes parce qu'on pense qu'ils ont des intérêts, etc. Donc tout ça, c'est une vision qui est légitime et qui a un certain poids dans le militantisme. On pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes. C'est vraiment dans cette idée de confrontation de résistance face à un ennemi. Et ça a un poids parce que ça amène à des victoires à certains moments. Donc c'est une vision qui est importante, mais qui n'est pas suffisante selon XR, selon telle la façon dont on a compris la théorie de base d'XR. Il y a aussi une autre façon de voir la chose, c'est que le mal est banal. La banalité du mal, ça veut dire que des gens ordinaires peuvent faire le mal dans leur quotidien, et le mal aussi peut être fait par des gens ordinaires. Et donc ça ouvre une vision un peu plus universelle, donc ça veut dire que l'ensemble des gens dans la société ont une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables des problèmes directement, qu'ils prennent des décisions, mais ça veut dire qu'ils prennent part active à une société dans son ensemble. Hannah Arendt, elle part en fait de cette idée de banalité du mal. En fait, elle a suivi un procès d'un nazi à Jérusalem qui gérait en fait l'extermination des Juifs d'Europe, qui était à la tête de ce processus d'extermination. Et elle a suivi ce procès. Elle, c'était une penseuse allemande juive qui a suivi ce procès et qui a trouvé dans cet Eichmann quelque chose d'extrêmement banal. Elle l'a trouvé pas du tout diabolique comme on pourrait s'imaginer, mais quelqu'un qui était plutôt un pauvre mec qu'autre chose. Elle s'attendait à voir l'incarnation du diable, elle l'a pas vu. Et donc à partir de là, elle a développé cette idée que les gens dans leur quotidien peuvent avoir des actions extrêmement mauvaises sans s'en rendre compte, parce qu'il y a aussi du déni et il y a une habitude de la part de la société en général que des choses mauvaises se passent. Ça l'amène à dire ceci: la vérité, aussi simple qu'effrayante, est que des personnes qui, dans des conditions normales, auraient peut-être rêvé à des crimes sans jamais nourrir l'intention de les commettre, adopteront, dans des conditions de tolérance complète de la loi et de la société, un comportement scandaleusement criminel. En fait, cette vision, elle a plusieurs implications dans XR. Et on va essayer de voir lesquelles c'est. C'est une vision qu'on pourrait qualifier de plus naïve parce qu'on se dit, mais en fait, on va juste oublier de prendre en compte les gens qui font vraiment le mal et qui organisent le mal sur cette planète. Cette vision, elle permet d'autres choses. Pour la théorie du changement d'XR. Déjà, elle implique que XR, on essaye d'être en dialogue avec les élites qui sont censées être les personnes qui organisent le problème, qui ne le résolvent pas. On essaye de garder ce dialogue, non pas dans un dialogue mou où on essaye de dire voilà, vous comprenez, il faut qu'on change les choses, etc. Essayer de les convaincre comme ça, c'est pas ça. C'est que à travers notre action de désobéissance civile, on va toujours garder un lien qui va nous permettre de parler, d'exprimer ce qu'on fait et qui va nous permettre en fait de créer un rapport de force par la suite, qui va leur permettre à ces élites de retourner leur veste plus tard. Donc il y a cette question de dialogue.
et de rapports de force qu'on crée par le dialogue. Il y a une autre implication importante de cette idée de banalité du mal, c'est que ça nous permet de penser d'autres cibles de nos actions. On a vu que XR en Angleterre a commencé très vite à cibler l'espace public et a aussi été très critiqué pour ça parce que les gens qui sont dans l'espace public ne sont pas responsables directement, ils sont considérés comme innocents ou pas responsables de la crise climatique et écologique. Et en fait, on va en parler un peu plus tard de ces cibles, mais ça a créé ça crée des résultats qui sont extrêmement importants dans l'idée que les gens se font de cette crise, dans l'idée que les gens se font du problème, de cibler aussi l'espace public et de cibler aussi les alliés, par exemple. Donc l'action directement violente peut cibler l'espace public, peut cibler aussi les alliés selon la théorie d'XR, et pas que les gens qui sont responsables ou les adversaires identifiés. Ça, c'est par rapport à la question des cibles. Une troisième implication qui me semble importante, c'est que cette idée de banalité du mal évite de tomber dans une polarisation de la société en disant il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Parce que de rediviser la société selon ces camps, ça va en fait polariser, ça va créer des camps où les gens vont s'identifier à ces camps et vont plus pouvoir en sortir. Et en fait là, on va se retrouver face à ces problèmes fondamentaux qui nous mènent à ce que j'ai mis dans le premier slide, à une possibilité de conflits violents et de guerre civile. Ça, c'est un rapport qui est sorti en 2019 sur la tendance aux démocraties occidentales, non pas du tout, pas que du tout occidentales, aux démocraties en général dans le monde, de se polariser sur des éléments comme des personnes, Trump ou Bolsonaro, ou sur d'autres éléments extrêmement clivants au sein de la société. Et cette tendance se renforce de plus en plus. Donc on a une division en camps, on a des lignes de front qui se créent, et qui sont un terreau à des conflits plus violents qui vont arriver. Pourquoi est-ce que c'est important pour XR? Donc, en Suisse, si on parle de la Suisse, qu'est-ce que ça crée, ces éléments de polarisation? On voit que la catastrophe climatique, elle est souvent enfermée dans un rapport droite-gauche. Voilà, bon ça, on connaît tous l'UDC, et on connaît tous leur façon de diviser les gens, disons. Mais là, c'est assez clair. Du côté de l'UDC, on essaye de mettre la question climatique dans une séparation droite-gauche. Il y a l'hypocrisie, on parle là de l'hypocrisie rouge-verte, où ils utilisent le changement climatique comme un outil. Donc on a cette polarisation de la société qui se crée aussi en Suisse. On a de l'autre côté les Verts et les socialistes qui ont tendance à dire que nous, en tant que mouvement et la grève du climat, on est leur bras armé, entre guillemets, qu'on est leur prolongement militant dans l'espace public. Et donc ça favorise ce problème de rendre la catastrophe climatique comme un problème droite-gauche. Il y a un livre, très bon livre, c'est celui que je vous citais en dernier au début, qui parle justement de ce problème de la polarisation qui est extrêmement fort aux États-Unis entre républicains et démocrates, où en fait ils ont fait des sondages où ils ont vu que les républicains, beaucoup de républicains quand même étaient inquiets du réchauffement climatique. Par contre, ils ne voteront jamais pour un politicien qui veut régler le réchauffement climatique, quelle que soit la façon. Ils ne voteront jamais pour une personne qui est inquiète pour ça, car ça la rattache au camp démocrate, le camp démocrate étant le mal absolu. Donc on a cette division, cette polarisation extrêmement forte dans la société américaine. C'est pour ça que
XR a ce slogan, cette revendication aussi, qui est d'aller au-delà de la politique. Donc ça a été vraiment pensé pour sortir de cette séparation gauche-droite qui mène à cette polarisation, qui mène à cette potentialité des conflits plus durs, plus violents par la suite. Donc le but d'XR est de désamorcer ces tensions identitaires qu'on a dans la société et d'aller au-delà de la politique, pas seulement des partis, mais aussi de la politique de confrontation entre des groupes, entre des partis. Donc dans nos démocraties, le débat, le désaccord, la rhétorique, les joutes oratoires et tout ça, c'est des choses qui sont valorisées parce qu'on pense que c'est la démocratie à la base, c'est de se confronter. En France, c'est très fort. On dit que l'animal politique, voilà, il est là pour débattre et de ne pas être d'accord et on va trouver une sorte de compromis ensemble. Donc ça, c'est un peu l'idéal dans nos sociétés. En Suisse, on dit que la démocratie est consensuelle, mais c'est faux. On a des compromis en Suisse entre des partis, entre des groupes. Donc, XR veut faire passer le problème climatique et écologique comme un état de nécessité. On veut sortir de ce clivage. Et pour ça, on a cette idée fondamentale qui est celle des assemblées citoyennes, qui est ce logo des fonds utilise. Dans la revendication, ça s'appelle Beyond Politics, Politics, aller au-delà de la politique. Pardon, je laisse suite. Le stress, c'est le petit. Voilà. Super. Alors, vous connaissez tous les trois revendications principales d'XR, et puis là on va expliquer un peu, on va dire pourquoi ces revendications et comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans une cohérence et une suite logique. C'est vrai que dernièrement, on a plusieurs personnes qui sont intéressées surtout sur la question de l'Assemblée citoyenne, en disant alors voilà, c'est sur peut-être cette revendication-là qu'on veut peut-être qu'on va avoir en premièrement atteinte parce que ça elle permettrait de débloquer les autres. Mais en fait, pas du tout. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, comme en tout cas je le comprends, l'ordre de ces trois demandes, il est important. Sans quoi, on ne peut pas amener cette dernière revendication de l'Assemblée citoyenne. Donc, premièrement, la question d'informer les gens en communiquant sur l'urgence, elle doit se faire comme elle ne s'est pas vraiment encore fait actuellement par tous les canaux. On a vu peut-être pendant la période coronavirus un petit peu à quoi ça pourrait ressembler en termes de communication avec des conférences de presse, etc. répétées. Mais il y a plein d'autres moyens de communication qui n'ont pas été utilisés et qu'on peut utiliser, des brochures, tout ménage, etc. Et par rapport à la question de l'urgence climatique, ou écologique au sens plus large, ces canaux de communication n'ont pas été du tout utilisés pour l'instant. Donc c'est hyper important que d'abord le peuple soit correctement informé. Ça peut être aussi l'idée de donner des conférences à tout le monde, donner des formations à tous les employés, etc. C'est important que le peuple soit informé sur le sujet et puis qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus importante avec beaucoup de gens qui militent pour un changement très rapide et d'ici 2025 par exemple, et qu'il y ait une partie de la population qui soutienne activement l'idée qu'on agisse dans cette urgence-là. Parce qu'actuellement, en fait, on en est très loin. Actuellement, il y a une grande partie de la population qui considère qu'effectivement, il y a un problème un petit peu avec le climat, qu'on va prendre quelques petites mesurettes ici ou là, et grosso modo, ça va aller. Et nous, on a vraiment besoin qu'il y ait une grande partie de la population qui demande activement une action rapide, et puis peut-être qui commence déjà à mettre en place certaines solutions eux-mêmes, voilà, et il peut y avoir des désaccords dans la société sur qu'est-ce qu'on choisit finalement. Et puis, c'est probablement qu'on aura aussi en parallèle beaucoup de gens organisés qui seront tout à fait opposés à une action rapide, et puis et qu'il y aura une tension dans la société. Et ma compréhension, c'est que c'est important que ce conflit il soit présent, en fait, qu'il y ait un désaccord fort, à la fois sur les manières de faire pour arriver à l'objectif, mais aussi sur la pertinence de cet objectif tout court.
Et que de ce conflit, de ce désaccord, on peut faire émerger une solution démocratique et puis de demander une assemblée citoyenne. Si on n'a pas ce conflit qui est présent avant, eh ben, ça ne marchera pas. Et on a vu quelquefois dans l'histoire, alors dans l'histoire des assemblées citoyennes qui ont fonctionné, c'est justement parce qu'il y avait une problématique qui était proéminente et très présente au sein de la population. Par exemple, pour la question de l'avortement en Irlande, ou la question du mariage homosexuel, ou d'autres choses comme ça, c'était des sujets pour lesquels il y avait un débat de longue date, il y avait une impasse politique de longue date, et puis une demande populaire grandissante pour qu'une mesure soit adoptée. Et que le système politique usuel, il avait échoué, en fait. Par rapport à la question climatique, on n'est pas du tout là, en fait, parce que le problème, il est perçu en fait, en surface. Et si on n'a que cette perception en surface, on a deux cas d'assemblée citoyenne qui ont lieu jusque-là, qui ont lieu au Royaume-Uni ou en France ou ailleurs. Soit la question qui est posée elle est beaucoup trop lointaine, c'est-à-dire on demande aux citoyens comment faire en sorte d'arriver à une transition d'ici 2050. Bon, voilà. Puis ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ou alors, puis alors là, ça peut être contraignant, mais c'est contraignant d'ici 2050. Ou alors, on a une question qui est peut-être plus proche, et peut-être plus intéressante, mais plus ambitieuse, mais qui n'est pas du tout contraignante. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment un gros conflit et qu'il n'y a pas une réelle demande populaire pour des mesures urgentes, eh ben, le gouvernement ne se sent pas du tout obligé de rendre l'Assemblée citoyenne contraignante. Voilà, donc c'est en tout cas une perception de pourquoi est-ce que c'est vraiment important que d'abord le peuple soit correctement informé et mobilisé. Alors, comment on arrive à ça? Avant on parlait de polarisation de la société et puis comment c'est un problème. Eh bien, on propose justement en fait de polariser la société. Voilà. Et ça c'est un peu contre-intuitif, mais c'est polariser la société d'une manière différente en fait, en dehors des clivages gauche-droite. Si on prend ce schéma-là, donc on aurait voilà, des gens qui sont vraiment divisés en partis politiques, voilà, gauche-droite, et puis nous ce qu'on veut c'est qu'en fait les gens se positionnent pas uniquement par rapport à la question gauche-droite, mais qui se positionnent par rapport à la question qu'on amène, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une action urgente par rapport à la crise à laquelle on fait face, ou pas. Et puis, qu'on rebatte un peu les cartes, en fait, avec des gens qui auparavant étaient à gauche ou à droite, et qui se retrouvent, en fait, d'un côté ou l'autre de l'échiquier. Et du coup, on veut qu'il y ait des gens, à la fois de gauche et de droite, qui se positionnent en faveur d'une action rapide, et puis aussi en défaveur. Voilà. Donc, rebattre un peu les cartes. Et puis, avec l'action directe et puis le fait qu'on dise la vérité, ben, on va essayer d'amener de plus en plus de gens un peu dans notre direction, quoi, avec des gens qui resteront voilà, indécis au milieu, etc. Mais on va essayer d'amener les gens dans notre sens. En gros, l'idée. Par rapport aux moyens d'action qu'on peut utiliser pour ça, il y a la question de la perturbation, le fait d'être disruptif. C'est l'idée de perturber les routines, en fait, de perturber les rouages habituels de la société, de perturber toutes les choses qu'on ne met pas en question, en fait, et puis qui constituent notre quotidien. Et c'est là aussi qu'on va, en fait, gêner des gens ordinaires. Des gens qui se disent « mais moi, il faut bien que j'aie à mon travail, que je fasse ceci, que je fasse cela. » En fait, c'est les routines. Et puis, tout système, il fonctionne avec les routines des individus, en fait. Donc c'est ça qu'on vient notamment perturber, et les routines des politiques et d'autres institutions, bien sûr. Ça permet de faire bouger la fenêtre d'Overton, en fait. Voilà. La fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre du discours qui est perçue comme normatif, et puis des choses qui sont vraiment considérées comme acceptables ou complètement inacceptables. Alors par rapport à la question du changement climatique, eh bien, on pourrait dire par exemple qu'il y a 5 ans, mettons, que ne rien faire par rapport à la question climatique, en termes de politique publique,
Et puis la question d'une action urgente, donc par exemple zéro émission d'ici 2025, bah, c'est complètement impensable. Ça figure même pas dans le discours public, il n'y a personne qui en parle, ou alors c'est des gens qui veulent retourner à l'âge de pierre et on en parle. Voilà. Et ce qu'on a réussi à faire avec la grève du climat, c'est de commencer à bouger un petit peu cette fenêtre d'Everton, mais pas encore assez du tout. Et maintenant, la question de ne pas agir, en termes de politique publique, de ne pas agir pour la question du climat, ça devient, c'est basculé, c'est plus dans la fenêtre de ce qui est acceptable, c'est dans les choses qui commencent à devenir assez inacceptables, assez intolérables, de ne pas agir. Alors après, pour l'instant, voilà, les mesures qu'on nous propose, c'est des mesures, on fait un peu semblant d'agir, on fait des petits trucs. Voilà. Mais quand même, on a fait bouger un peu le discours. Et puis, le fait d'avoir une action urgente, on l'a commencé à le mettre dans le discours d'une partie de la population. Pas juste avec la grève du climat, mais c'est quelque chose qui commence à émerger. Et c'est plus quelque chose qui est absent de l'espace public, du discours de l'espace public. Voilà. Et nous, on doit encore faire bouger cette fenêtre d'Everton beaucoup plus fortement. Il y a plusieurs tactiques dont on va parler maintenant. Il y a aussi la question alors, la technique de la porte au nez, en gros, c'est l'idée de faire d'abord une première demande qui est inentendable, inacceptable, et puis ensuite de faire une demande un peu plus consensuelle, en fait, un peu plus facilement acceptable, et puis que celle-ci, du coup, elle sera plus facilement acceptée par la personne avec qui on négocie, parce que on a déjà d'abord demandé quelque chose de très ambitieux, puis là on dit non, pas du tout. Puis après, en fait, finalement, ok, on peut quand même négocier sur un truc un peu plus acceptable. Correct, si je... Ouais, peut-être que ouais. En fait, ça va à la fois pour les revendications, donc on demande quelque chose d'extrêmement haut, et puis on va peut-être pouvoir avoir des choses un peu plus basses, mais ça s'applique aussi pour l'effet de la perturbation qu'on fait directement chez les gens. Le fait de perturber un espace, les politiciens par exemple, on entend souvent dire les politiciens, mais ces méthodes ça va pas du tout. Par contre, ils sont plus d'accord de dire ah mais je suis d'accord avec la cause quand même. Donc l'effet porte-au-nez c'est aussi ça, c'est de dire on a une demande tellement forte qui est d'accepter le fait qu'on dérange l'espace public, puis en fait le reste d'accepter la cause, ça sera un peu plus acceptable. Ouais. Et ça, on le voit déjà concrètement. On a beaucoup de personnes, ou même des personnes de partis politiques, ou qui dernièrement n'ont pas forcément soutenu les moyens, mais ont soutenu la cause et la nécessité d'agir de manière urgente. Et oui, effectivement, on n'en fait pas assez. On sait qu'il y a une impasse au niveau du parlementarisme. Ou alors, on a aussi dernièrement eu des politiciens qui soutenaient aussi certains modes d'action, comme avec Rise Up for Change, voilà, les Amazones qui soutient la légitimité de la désobéissance civile. Un élément clé, c'est la question aussi du sacrifice, dans le sens d'honnêteté, en fait. C'est-à-dire dans le sens où on sait qu'on fait un truc illégal, et puis on le reconnaît, et on en accepte les conséquences. Ça peut aller jusqu'à certains extrêmes aussi pour pousser les bouts que certaines personnes ont fait au Royaume-Uni en faisant une action où ils sont jetés de la peinture et puis ils ne se sont pas fait prendre et puis ont décidé ensuite d'aller se rendre eux-mêmes au poste de police en disant oui voilà nous on a fait ça. Ça c'est plus pour aller un peu au bout de l'idée, mais c'est qu'en fait surtout voilà, le principal effet aussi de ce sacrifice, c'est d'incarner la gravité du message qu'on porte. Se dire, bah oui, il y a un problème grave, et puis on considère que du coup les conséquences qu'on risque avec l'action qu'on entreprend, elles sont en fait assez minimes par rapport à la gravité de la situation, et puis quand il y a plein de gens qui se font arrêter pour la cause, il y a beaucoup de gens enfin le public au sens large, à un moment donné, peut se dire qu'il y a sans doute une bonne raison pour laquelle des gens prennent autant de risques. Ça, c'est un point, incarner la gravité du message, et puis ça amène aussi à une certaine forme de respect et une écoute. Il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément être d'accord avec nos modes d'action et tout, mais qui se disent, bon mais quand même, en fait, ces gens ont le courage d'aller jusque-là,
ça amène un certain respect, puis ça permet de créer une ouverture pour un dialogue. C'est quoi la photo? Ouais, je peux expliquer ce que c'est ok. Justement, j'ai mis à minuit et demi hier. Alors ça, c'est dans les actions de le projet, je ne sais plus comment il appelait ça, c'était Martin Luther King et toute son équipe qui avait organisé une des actions majeures à Birmingham, dans une ville extrêmement raciste des États-Unis, donc dans le mouvement pour les droits civiques des Nord-Américains. Et il y a eu ce qu'ils ont appelé la marche des enfants, donc ils ont envoyé des enfants en première ligne, enfin, c'est un peu comme ça, on peut l'expliquer. Et qui se sont fait arrêter, ces enfants, ils se sont fait mettre en prison, il y a des centaines, et ça a créé en fait cet effet d'exemple, cet effet de montrer que la cause est dure, et ça a créé en fait un tourbillon où le lendemain il y avait encore plus de monde, la semaine d'après beaucoup plus, et ça a créé en fait ces crises majeures au sein des États-Unis où ils ont vu ce sacrifice et où ça a créé un changement de législation. Donc, voilà. Un autre élément clé, c'est le respect et la non-violence, et ça c'est une technique qui est plutôt active. C'est-à-dire que il y a un juste équilibre à trouver en fait dans la non-violence, et on a souvent un peu la peine à penser ça comme quelque chose de foncièrement actif. Mais en fait, c'est un petit peu comme un instrument dont on joue, par exemple d'un violon avec un archet, et si on ne fait pas vibrer la corde avec l'archet, ben il se passe rien. Et puis si on y va trop fort et puis on fait un truc cacophonique qui est horrible à entendre. Et la non-violence, c'est une posture active dans le sens où on est là pour faire passer un message. On n'est pas là juste pour s'asseoir au milieu d'une route et puis attendre. Et voilà. On est là pour engager un dialogue. Et on est là pour en fait affirmer notre position et affirmer notre message. Et s'assurer que ce message il soit entendu et transmis. Et donc là, il y a un juste équilibre à trouver, parce que si on ne va pas du tout parler aux gens, bah, du coup, on n'est pas non-violent en fait. Et si on entre un peu trop dans l'espace de sécurité des gens, par exemple en venant leur parler vraiment vraiment contre leur visage et en leur gueulant dessus, et ben là, on n'est plus dans la non-violence, on est allé trop loin. Et le message, il passe pas non plus. Donc il y a vraiment cette idée d'être juste dans un entre-deux qui permet de communiquer de manière efficace. Voilà. Alors, par rapport à la question de la stratégie d'escalade, c'est vraiment un des fondements dans la désobéissance civile. D'abord, on passe à des étapes où on essaie de communiquer, de communiquer avec les adversaires, de se renseigner en fait, c'est une étape où on essaie de comprendre un peu le terrain, et puis de gagner des informations, et puis après par exemple on va faire une étape suivante, par exemple ça pourrait être faire une pétition énorme, et voilà, et de montrer qu'il y a une légitimité pour ce qu'on fait. Et puis ensuite, après on commence à désobéir. Et en fait il y a un mécanisme qui reste similaire dans les étapes d'escalade quand on les fait bien, c'est que à chaque fois, l'étape suivante, elle doit être perçue comme légitime pour une grande partie de la population. Et puis, elle doit nous permettre de consolider notre position et puis de monter en force. Par exemple, quand on commence à engranger le dialogue, on se dit, en fait, normalement, si on était dans une démocratie qui fonctionnait bien, juste en engageant le dialogue avec nos adversaires, on devrait être entendu puis arriver à une sorte de deal par rapport à nos demandes qui sont légitimes. Et puis, en même temps, on n'est pas naïf, mais on essaie de jouer ce jeu-là. Et puis, si ça marche pas, alors l'étape suivante, on fait une pétition. Puis là, en fait, on a agrandi notre soutien, on le rend beaucoup plus solide, on mobilise plein de gens, et ces gens, on les mobilise en vue des étapes suivantes, parce qu'on ne se dit pas que forcément avec la pétition, ça va marcher. Mais simplement, on a créé un réseau. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les autres actions qui suivent dans la désobéissance. Alors, on suit une étape d'escalade, mais à chaque fois, on essaie de consolider notre position et d'engager de plus en plus de gens dans l'action. Ce qui crée un rapport de force, et ce qui à un moment donné crée une menace pour l'adversaire. Il se dit jusqu'où est-ce que ça va aller. Il y a aussi la question de la surprise qui est importante, c'est que si on répète tout le temps les mêmes moyens d'action, eh bien, en fait, on ne crée plus la surprise et on prend moins on a moins d'attention. Et puis, on n'est plus trop menaçant pour l'adversaire parce qu'il s'est habitué en fait un peu à notre mode d'action, il a trouvé des parades,
il a trouvé sa défense, et puis du coup, si on continue un peu sur la même chose, on est plus menaçant. La question d'escalade, elle est aussi en lien avec XR. Elle a cette double problématique qu'il y a l'escalade en radicalité par rapport aussi à l'urgence du message, et puis par rapport à la gravité de la situation. Et ça, c'est une difficulté, parce que à chaque fois, on veut toucher un public plus large et mobiliser plus de gens, mais en même temps, on a aussi besoin de conscientiser les gens que, bah oui, que l'urgence, elle est quand même très proche, et puis que les actions qu'on doit prendre, elles sont très urgentes, etc. Et donc comment est-ce qu'on concilie les deux? Il y a aussi beaucoup de groupes qui essayent de faire des actions qui sont peut-être plus radicales, plus perturbatrices, qui amènent plus de risques, qui amènent peut-être pas juste une arrestation temporaire avec une amende, mais peut-être des mois de prison, etc. Et comment on fait? Parce que le groupe le plus large, il n'a pas forcément envie de s'engager dans ces moyens d'action-là. Et il va peut-être se retrouver en désaccord. Et ça, c'est un exemple avec... je vais parler, avec l'action à l'aéroport de Heathrow qui était prévue par XR UK en juin 2019, un peu après la rébellion d'avril. Le plan, c'était de bloquer l'aéroport de Heathrow pendant 10 jours. En fait, pas vraiment de bloquer physiquement, mais de rendre son fonctionnement impossible en faisant voler des drones, et puis en rendant impossible, du coup, le fait de faire voler des avions dans le secteur où il y avait des drones qui volaient. En fait. C'est une contrainte de sécurité, s'il y a des drones qui volent, même à hauteur de tête, selon la loi, on ne pouvait pas faire voler des avions. Donc c'était ça leur but. Et ils avaient 500 personnes dans le réseau qui étaient organisées, qui étaient prêtes à prendre des mois de prison potentiellement, parce qu'ils allaient probablement être accusés de terrorisme. Voilà. Et ça, tout ça s'inscrivait dans une longue campagne par rapport à l'aéroport de Heathrow. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas en parler. Et c'était un énorme problème, en fait, cette proposition d'action au sein d'XR UK, parce que cette action était très perturbatrice, vraiment de rendre tout départ de vol de l'aéroport de Heathrow sur un aéroport public impossible. Ça fait que, du coup, potentiellement, certaines personnes ne peuvent pas rendre visite à leur famille qui ont un proche décédé, etc. Ça veut aussi dire que les gens qui allaient faire cette action allaient être accusés de terrorisme, et puis du coup, par association, le mouvement pouvait être aussi accusé de terrorisme. Ça fait que des personnes pouvaient prendre des peines vraiment énormes, en fait, pour cette action. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que une branche du coup d'XR UK, XR Youth, qui est un peu indépendante, était tellement en désaccord qu'ils ont fait un sit-in dans le QG d'XR UK pour protester contre cette action, en disant mais non, nous on veut pas qu'il y ait des gens qui se fassent qui est en prison, qui se fassent accuser de terrorisme pour ça. Et puis c'était une proposition d'action qui a été débattue longuement au sein d'XR UK et qui n'a pas fait consensus, et puis finalement ça a été sorti de XR et c'est devenu Heathrow Pause, et puis il y a juste quelques personnes qui ont participé à ça, etc. C'était beaucoup moins massif et beaucoup moins intéressant. Mais voilà, donc en fait c'est un problème qui a divisé le mouvement et qui a été une grosse difficulté pendant pas mal d'années. Et ce qu'on propose, c'est que s'il y a des propositions d'action comme ça plus radicales qui vont faire dissensus au sein du mouvement, c'est de pas quand même les faire, mais de proposer de les externaliser directement pour éviter de trop diviser le mouvement et puis de perdre de l'énergie avec ça. En tout cas, ça peut être une piste à suivre. Et dans l'histoire, il y a eu des éléments comme ça, notamment avec le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Il y avait un groupe de gens qui voulaient prendre un bus pour aller dans une région hyper raciste et hyper répressive. Et puis, les risques qu'ils prenaient étaient très importants. Ils savaient qu'ils allaient probablement se faire casser la gueule, et en fait, c'était un peu ça qu'ils cherchaient aussi. Ils cherchaient à visibiliser, à médiatiser. Et le reste du mouvement, en fait, pour les droits civiques des personnes noires, ne voulait pas que ces gens fassent ça. Ils étaient vraiment opposés. Donc il y avait vraiment juste une minorité au sein du mouvement qui était prêt à faire ça. Et le reste était opposé. En fait, ils l'ont fait quand même, en fait, cette action. Mais sans chercher à avoir l'accord du reste du mouvement pour ça. En fait. Et puis le résultat, c'est que les images qui ont été ressorties, du coup,
de manifestants qui sont tabassés par des personnes racistes sous la surveillance de la police, la police disait bah, vous avez 10 minutes pour faire ce que vous voulez, allez-y, puis après on arrête. La violence de cette image était telle que ça a mobilisé énormément de gens dans les États-Unis, et puis ça a ramené énormément de personnes dans le mouvement plus global, avec vraiment des réunions qui se tenaient dans les églises, et puis finalement il y avait tellement de gens qui étaient à l'extérieur de l'église qu'ils me mettent des haut-parleurs dehors pour parler à la population. Enfin, voilà. Donc il y a cette idée d'escalade aussi dans le risque à prendre et la difficulté à gérer ça dans le mouvement. Ouais. Si je peux juste, je pense l'argument là pour synthétiser, c'est que on peut aussi faire bouger la fenêtre de discours, la fenêtre d'Overton au sein d'un mouvement. Et donc s'il y a un petit groupe qui fait des choses radicales sans se revendiquer du même mouvement, ça peut quand même amener tout le reste du mouvement à se radicaliser avec, mais sans avoir à faire imploser toute la structure du mouvement. C'est comme ça que je comprends la synthèse. Alors j'ai parlé de l'effet tourbillon, donc c'est le moment où il y a un élan populaire très important qui se crée par rapport à une cause, et c'est quelque chose qui dépasse en fait finalement le contrôle de l'organisation qui était déjà en place en fait. Et ce tourbillon il peut être déclenché de deux manières. Il peut être déclenché soit d'une manière préméditée, où on prévoit une action et on prévoit que ça va prendre une ampleur et une proportion très importante. C'est par exemple ce qu'a essayé de faire vraiment Extinction Rebellion au Royaume-Uni quand ils ont lancé ce mouvement, en ayant invité des journalistes du monde entier, en ayant des relais dans plusieurs pays, en essayant de faire quelque chose de vraiment choc qui fasse la une des journaux dans le monde entier, puis d'avoir prévu que ce mouvement serait récupéré par plein de gens qui ensuite fassent vraiment une boule de neige, une escalade. Mais c'est aussi ce qui s'est passé avec la grève du climat, par exemple, aussi. Et puis cette ampleur mondiale que ça a pris, qui a dépassé les espoirs des personnes qui organisaient. Donc des fois c'est contrôlé, et des fois c'est plus ou moins contrôlé, c'est-à-dire on peut se saisir d'un événement d'actualité et puis le pousser à fond et se rallier autour de ça. Par exemple, c'est le cas du mouvement Black Lives Matter qui existe depuis plusieurs années, et puis qui se base sur toute une tradition, et qui a utilisé un événement singulier, la mort d'une personne, mais en fait, des personnes qui se font assassiner violemment par la police aux États-Unis, ça arrive tous les jours en fait. Et pourquoi ce cas précisément? Il y a énormément d'autres cas chocs qui ont fait beaucoup moins scandale que le cas de George Floyd, mais il y a une autre vidéo qui est tournée récemment où il y avait un homme qui faisait demi-tour face aux policiers et puis qui allait rentrer dans sa voiture et puis qui s'est pris 7 balles de la police dans le dos. Et puis il y a énormément de cas où des policiers vident leur chargeur sur quelqu'un qui était absolument pacifique. Donc en fait la question de la mort de George Floyd, c'est finalement un événement relativement banal aux États-Unis. Et pourquoi à ce moment-là? En fait, mon interprétation, c'est que le mouvement Black Lives Matter, à un moment donné, a mis toute son énergie à médiatiser ça, à créer un événement autour de ça, à créer un discours, des rassemblements, des actions, etc., qui ont pris tellement d'ampleur que ça a créé un élan populaire qui est sorti vraiment complètement de la capacité d'action du mouvement à la base, et que ça a pris une ampleur internationale. Ouais. Allez. Il a déjà fini pour... Non, il y a... Ouais, c'est ça. Alors, c'est important de laisser une porte de sortie à l'adversaire, en fait, pour éviter qu'il se batte jusqu'à la mort, en fait. Si on est vraiment absolument contre cet adversaire et puis qu'on veut l'anéantir, qu'on veut le mettre en prison à vie ou qu'on veut le tuer, etc. Et ben, si on fait ça, l'adversaire risque de se battre avec ses dernières forces. Alors si on laisse une porte de sortie, en fait, dans la négociation, eh bien, on va éviter en fait le conflit, la partie la plus difficile du conflit.
Et ouais, peut-être juste ouais, pour finir sur ce slide. En fait, l'avantage aussi d'XR, c'est qu'on a cette proposition des assemblées citoyennes. Quand on fait des propositions en tant que mouvement et que ça porte sur ces assemblées, c'est vraiment important de se rendre compte que ça peut parler à la fois à des populistes de droite qui pensent que le peuple doit avoir le dernier mot, et à la fois à des gens de gauche qui sont progressistes, donc qui ont envie de faire progresser la démocratie. Donc c'est vraiment cette idée que l'Assemblée citoyenne à XR peut être cette porte de sortie par le haut qu'on peut proposer à nos adversaires. Et je pense que c'est peut-être important à souligner. Tu veux maintenant, on va parler de la question des cibles avec l'action directe non violente et les actions qu'on propose avec XR. On ne veut pas forcément infliger des pertes économiques à tout prix à l'adversaire. Ça peut être des options envisageables, mais ça peut être aussi des options envisageables un peu plus loin dans l'escalade. On vise aussi d'abord des actions qui ont un potentiel symbolique fort et puis qui permettent de toucher les gens et de toucher leur imaginaire. Et puis qui les invitent à rejoindre la rébellion, en fait, qui permet de massifier le mouvement. Il y a plusieurs types d'adversaires, donc il y a plusieurs types de cibles, pardon. Il y a la première question, par exemple justement des adversaires. C'est peut-être la cible la plus évidente, mais c'est pas forcément celle qu'on veut cibler en premier. Parce que quand on le fait, c'est assez peu engageant pour le reste du public. C'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup dit dans XR. Il y a cette idée que c'est un combat qui concerne uniquement les entreprises et puis cette personne-là, et puis des activistes. Et puis que le peuple au centre, en fait, il reste assez passif. Du coup, d'autres cibles, par exemple, ça serait de cibler les alliés. Ça permet d'essayer de faire pression sur nos alliés pour qu'ils aient un discours plus radical, et puis pour brouiller les cartes justement, et puis d'éviter que nous on soit catalogués comme des gens alliés par exemple au vert, etc. Et puis de donner un message plus universel en fait, et de vraiment remettre la question au centre, que tout le monde doit se bouger de manière plus importante pour cette question. Cibler le public, c'est aussi fondamental, parce que effectivement c'est vraiment tous ces gens qui restent en fait à suivre cette direction de la société qui est problématique, sans remettre réellement ça en question et sans enlever leur allégeance en fait, sans enlever leur obéissance à ce système. Et c'est là aussi on fait un lien avec la banalité du mal, c'est qu'en fait on est tous coupables, en fait on est tous un peu hypocrites aussi, on est tous complices de ce système et du problème dans lequel on est. Je crois que je voulais parler de l'autre cible encore. Mais oui, voilà. Quand on veut indirectement attaquer un adversaire, on n'est pas obligé d'attaquer directement. On peut aussi attaquer les alliés plus ou moins passifs, ou les personnes qui soutiennent un petit peu ces adversaires. Ou alors on peut aussi attaquer les piliers qui les soutiennent en fait. Ça, on y reviendra plus tard dans le cours de la journée. Et voilà. Il y a aussi cette question finalement d'attaquer les bases sur lesquelles les adversaires se reposent. Je voulais juste rajouter encore quelque chose par rapport au fait de cibler l'espace public. Je pense que c'est vraiment là où on a ce côté très controversé qui vient s'ajouter à nos actions. Et je pense que l'idée de la controverse, c'est vraiment ce qui est central dans XR. C'est par la controverse qu'on arrive à faire du bruit et qu'on arrive à expliquer pourquoi on le fait, comme ça. Donc, essayer de dompter la controverse, c'est vraiment central au sein du mouvement. Et l'espace public est un très bon endroit pour créer ça. Donc, on va essayer de finir assez vite, désolé. Donc XR veut créer un mouvement de masse et XR doit créer un mouvement de masse. C'est quand même l'idée centrale de ce mouvement, c'est ça, c'est la massification. Pour ça, on a besoin de l'organiser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du SOS, Self-Organizing System ou tout ça, c'est pas la question ici, mais je vais juste
accentuer sur 2-3 points qui sont centraux dans l'idée d'organiser un mouvement tel que celui-là. Le premier, c'est que c'est extrêmement important de dire et rappeler la vérité sur la catastrophe. Se dire à l'interne, le dire à l'externe, aller faire du porte-à-porte, des choses comme ça qu'on n'a encore jamais fait dans ce mouvement, mais qui sont centraux pour organiser, pour qu'on ait vraiment cette organisation grassroots, et ça demande énormément de temps pour faire de l'outreach au sein du mouvement et à l'externe. C'est d'aller parler à des communautés différentes, prendre le risque d'aller parler à des gens qui pensent pas à ça ou qui sont contre nous. C'est vraiment central dans ce mouvement, c'est de prendre ce risque pour d'aller parler à d'autres gens. Il y a un autre point, c'est de sortir du cadrage. Je pense que ça c'était vraiment central au début du mouvement, c'est de sortir de ce cadrage éthique de la gauche qu'on a d'habitude pour parler à d'autres gens. On peut utiliser des valeurs, aussi des valeurs de droite, comme la fidélité, la discipline et tout ça. C'est des choses qui peuvent parler à tout le monde à certains moments, même si on est de gauche. Donc c'est des valeurs assez universelles, mais qui ont été un peu monopolisées par deux camps. Donc l'honneur, c'est aussi quelque chose de dire, j'ai de l'honneur, je peux pas laisser faire ça, je peux pas laisser les générations futures mourir. Tout ça, c'est des valeurs qu'on peut aussi utiliser en tant que mouvement. On fait partie d'un écosystème aussi de changement. On a des autres organisations autour qui doivent nous permettre, en ayant un lien avec elles, qui doivent nous permettre de préparer aussi la suite. On a un grand problème avec les mouvements de masse comme celui-ci, comme XR, enfin, XR n'est pas encore vraiment un mouvement de masse, mais comme des grands mouvements de masse qu'on a eu, par exemple, pour faire tomber la dictature en Égypte. On a eu ce problème où d'un coup, il y a eu ce tourbillon, il y a le dictateur qui est tombé, ils ont fait tomber, donc le succès était là, mais ils n'étaient pas organisés. Il n'y avait pas d'organisation de fond, et ils n'ont pas réussi à reprendre le lead après, et c'est finalement les frères musulmans qui ont repris la suite de la révolution. En fait. Donc il y a cette nécessité d'organiser la société, d'être un écosystème de mouvement pour organiser la suite. Il y a une sorte de convergence qui doit s'installer, mais là, peut-être, je dirais qu'il faut faire attention aussi aux termes qu'on utilise et à pas devenir un mouvement, disons, de toutes les causes, ne pas diluer la cause notre cause dans des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose ou qu'on ne concrétise pas en action. Parce que c'est la clarté qu'on arrive à donner avec XR, avec notre message, sur l'écologie et sur le climat, c'est une clarté qui est extrêmement bénéfique pour créer un mouvement de masse. Après, ça veut pas dire qu'on ne doit pas intégrer les autres causes. Ça veut dire que si on commence dans nos revendications, tout mettre, ça sera très dur pour le public d'identifier qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc le risque d'un message trop large, ça fait perdre en efficacité au mouvement, et on doit vraiment penser en termes d'efficacité. C'est comme ça que ça a été pensé, c'est de se dire aussi, d'une certaine manière, la fin justifie les moyens, on a un immense problème à régler, comment on y arrive de façon efficace. C'est ce qu'on appelle cette organisation, c'est ce qu'on appelle le Momentum Driven Organizing, c'est ne pas seulement compter sur les tourbillons et les immenses participations qui adviennent après un élément déclencheur, c'est vraiment de s'organiser en fond et de faire des cycles. Donc c'est vraiment cette idée de cycle d'action, ensuite de réflexion, de feedback dans le mouvement, etc. Je vous recommande de regarder ce slide, il est extrêmement parlant quand on est un peu fatigué aussi de ce qu'on fait. Je pense que c'est important de regarder ça, ce cycle vraiment qui a été créé, qui a été pensé dans ce mouvement. Quelques limites. Donc XR a été soumis à d'innombrables critiques. Il y en a vraiment qui étaient extrêmement valables, d'autres qui étaient assez mal placées, disons. La première, voilà, vous voyez l'image, je pense que vous arrivez un peu à voir quel est le problème là derrière. Il y avait cette notion de dire que XR était un mouvement essentiellement composé de gens de classe moyenne, qui n'étaient peu racisés, qui avaient peu d'empathie pour d'autres causes. Et ça, ce genre de choses, ça fait un shitstorm énorme, où on dit que la police et Extinction Rebellion travaillent ensemble dans la ville de Londres pour la sécurité de la ville. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de choses qui a mené beaucoup de gens à donner des critiques très, très valables pour XR, pour aussi faire grandir le mouvement. Il y a notamment une personne qui s'appelle Nafiz Ahmed, qui est un journaliste qui a écrit vraiment sur Medium, vous pouvez trouver, on va vous donner les références. Il y a aussi cette idée que le sacrifice tel qu'on l'a vu dans les mouvements des Noirs américains, etc., allait créer
si nous on le faisait, allait créer la même chose, un peu cette idée mécanique de voir ça comme, enfin, de prendre les mêmes méthodes et de les appliquer dans notre contexte, ça allait marcher. Il y a quand même un gros problème qui a été vu là derrière, c'est que nous, on n'est pas nous-mêmes, la plupart des gens, on n'est pas directement impactés par cette crise, contrairement aux gens nord-américains qui étaient directement impactés par l'action de la police et par le racisme. Donc il y a ce problème un peu logique où nous, on n'est pas directement impactés. Ça, c'est un peu les limites. Il y a aussi la dernière que j'aimerais soulever, c'est aussi c'est un peu lié à celle-ci, mais c'est le fait qu'on a encore trop à perdre en tant que personne pour arriver à une telle intensité d'escalade, une telle qui serait demandée, que demanderait un changement de société global, comme on le demande. Pour arriver à une telle intensité, on a encore trop à perdre dans nos vies, on a encore trop de choses qu'on fait, des choses à voir, des gens à voir, des activités à faire, de l'art, etc. Enfin, aussi, on est dans cette société, dans cette partie de la population qui est aussi privilégiée. Et donc, qui dit privilégié, je dis on parce que c'est les premières personnes qui sont venues à X, ça veut pas dire que tout le monde le sera. Mais on a encore trop à perdre et on a de la peine à s'imaginer un sacrifice que ça demanderait d'arriver à un tel changement. C'est très grave, mais c'est encore trop loin. Voilà. On y est. Donc, nous trois, on a écrit ce mandat de ce groupe de travail et on a essayé de proposer à plein de gens de venir. Je ne sais pas si vous avez lu le mandat de ce groupe de travail. Je trouve que ça serait cool. On a un but, on n'est pas juste là pour discuter et essayer de se dire ok, mais qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, on a des éléments concrets qu'on veut créer et qu'on veut essayer de donner au mouvement pour essayer de donner un élan et donner une suite, de donner un plan à ce mouvement. On a les buts concrets qui est de créer une proposition stratégique pour XR Suisse. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'ici dans ce talk, on peut le réutiliser, on peut l'améliorer, on peut le changer, mais c'était juste pour essayer de montrer qu'il y a une base quand même commune et qu'on a une sorte de responsabilité aussi vis-à-vis des autres, du reste du mouvement, de dire qu'on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut, ou alors on peut essayer de créer autre chose. Mais voilà, c'était pour essayer de donner la base un peu de la chose. Donc c'est de créer une proposition stratégique, c'est de la diffuser dans les groupes locaux, de faire ça comme proposition, de ne pas dire vous devez faire ça comme ça, c'est de la proposer, de faire le talk, de faire un document stratégique, et comme ça on peut essayer d'avoir un peu une vision commune entre les différents groupes, et pour avancer tous ensemble. C'est l'idée de créer un calendrier d'action nationale d'ampleur, dans cette idée de momentum, où on va essayer de se construire sur des événements, et pas seulement se construire dans le vide, mais se construire sur des événements. Donc ça pourrait être le groupe stratégique qui crée ce calendrier, mais c'est pas forcément le groupe stratégique qui organise les événements. C'est un autre point, c'est d'effectuer une veille stratégique, donc des gens un peu actifs tout le temps, qui essaient de réfléchir à comment on fait évoluer tout ça, selon les événements qui se passent. Le but, c'est aussi de recruter dans ce groupe que les gens tournent, pas tout le temps, qu'il n'y ait pas un temps de tout le temps, parce que les gens doivent aussi pouvoir réfléchir et construire sur leur réflexion, mais c'est qu'on puisse recruter, faire aussi penser avancer la pensée stratégique dans le reste du mouvement. Aussi faire des propositions pour améliorer globalement l'organisation, qu'est-ce qui serait nécessaire de faire en termes d'organisation pour le reste du mouvement pour qu'on arrive à avancer.